Bonsoir à tous pour cette dernière rencontre de ce cycle de cours sur l'énergie. Aujourd'hui, je voudrais en quelque sorte rassembler différentes idées que nous avons abordées durant ces rencontres précédentes et les discuter sous un angle qui est un peu peut-être nouveau pour vous, mais qui en fait a été d'une certaine façon déjà abordé, et qui est d'une part la question de ce que l'on appelle une construction de niche en biologie, puis d'autre part un autre sujet qui est celui du cerveau social. Et en fait, en préparant ce cours, je me suis rendu compte que ces deux thèmes pouvaient à eux seuls représenter un cycle de cours, et donc je serai obligé d'une certaine façon de survoler ces sujets, mais j'espère vous en donner un aperçu et vous montrer comment on peut, dans le fond, comprendre tous ces aspects que nous avons discutés au cours des semaines précédentes et qui sont liés à l'alimentation, qui sont liés à la reproduction. Et tout ça, dans le fond, tournait autour de cette question de l'économie, non pas les économies d'énergie, mais l'économie de l'énergie pour les hominines. Et cette question de la gestion économique de l'énergie tourne autour de ce point central pour les hominines, qui est ce gros cerveau, qui est un cerveau complexe et qui est aussi et surtout un cerveau qui coûte beaucoup à l'organisme. Et c'est pour ça qu'il y a cet enjeu énergétique très important pour ces créatures qui doivent extraire de l'énergie de leur environnement, d'une certaine façon gérer cette énergie et puis l'allouer à différentes fonctions. Et je vous rappelle ce que nous avons vu et qui est résumé dans cette figure d'un article de Navarrete et collaborateurs de 2011. Il y a dans le fond, au cours de l'évolution des hominines, un effort constant pour accroître la quantité d'énergie qui est disponible pour l'organisme. Et cela, ça s'est opéré de différentes façons. D'abord, par des changements alimentaires. En gros, nous avons une alimentation qui est devenue de plus en plus énergétique et avec une qualité qui est sans cesse accrue. Ensuite, il y a une gestion de cette alimentation, en particulier avec la cuisson et puis aussi avec la conservation de cette nourriture. Tas de questions que nous n'avons pas vraiment abordées, mais par exemple le fait de fumer des aliments, par exemple, pour des chasseurs-cueilleurs. Et puis ensuite, il y a la façon dont cette énergie, cette alimentation, dans le fond, est redistribuée aux individus d'un groupe. Et cette redistribution, chez les hommes, c'est quelque chose qui est très important. Chez les chasseurs-cueilleurs, on a véritablement des sociétés de partage avec des règles très précises qui, dans le fond, régentent la façon dont le gibier est partagé entre non pas seulement les membres de la famille du chasseur, mais tous les éléments du groupe. Et du point de vue de la reproduction, vous avez vu aussi que les différents adultes d'un groupe participent à la reproduction, en tout cas participent au soutien du développement de tous les enfants de ce groupe. Et c'est ce qu'on appelle une reproduction coopérative. Et puis de l'autre côté, il y a des changements dans la façon dont toute cette énergie qui a été rendue disponible, elle est réallouée, et surtout comment, dans le fond, on a réussi au cours de l'évolution humaine à voir décroître certains coûts énergétiques, comme celui de la locomotion. Vous vous souvenez de ces modifications vers la bipédie, puis ensuite vers l'adaptation à la course, et puis tout ce qui tourne autour encore une fois, de la reproduction et de la croissance,
avec une croissance qui est prolongée et qui, dans le fond, permet, par unité de temps, d'investir moins que l'on investirait si on avait des individus qui grandissaient beaucoup trop vite. Et tout ça, donc, c'est réinvesti dans ce cerveau qui est très, très gros et très complexe par rapport à la masse corporelle. Alors, tous ces changements, dans le fond, on peut les voir sous différents aspects. Il y a des aspects qui sont purement biologiques, donc on a des changements. La locomotion sont vraiment des changements anatomiques qui ont permis cette évolution. Côté de la digestion, c'est un domaine qu'on connaît moins, mais vous verrez, on en parlera un petit peu dans quelques instants. Mais on soupçonne qu'il y a tout un appareil génétique qui s'est modifié au cours de l'évolution des hominides, surtout avec le passage vers une alimentation beaucoup moins végétale et beaucoup plus omnivore. Du point de vue de la reproduction, vous vous souvenez aussi de la façon assez complexe que nous avons de mettre au monde les enfants. Et puis alors, il y a des aspects qui sont des aspects j'allais dire strictement comportementaux. Rien n'est jamais strictement comportemental ou biologique. Vous avez compris que les deux choses interagissent. Donc il y a des changements qui relèvent de l'innovation technique, des armes nouvelles, des outils nouveaux, des techniques nouvelles comme la cuisson par exemple. Et puis un domaine énorme, immense, qui est tout ce qui est de l'ordre de la complexité sociale. Et on se posera la question de savoir dans le fond où cette complexité sociale prend sa racine et comment, dans le fond, ce gros cerveau est mis à profit pour rendre cette complexité sociale encore plus, je dirais, intéressante aussi du point de vue énergétique. Alors tout ça, ça aboutit à ce qu'en biologie, on appelle une construction de niche. Et en quoi ça consiste une construction de niche ? Eh bien, ce qu'on appelle une construction de niche, c'est le fait qu'un organisme, une espèce animale, modifie son environnement pour le rendre favorable à cette espèce et accroître son succès reproductif. Et ça, c'est un domaine de la biologie qui s'est énormément développé, qui a donné lieu à beaucoup de travaux. On va en parler pendant une partie de ce cours. Et dans le fond, cette niche humaine, on peut la définir comme une niche qui est à la fois une niche technologique et puis une niche où la complexité sociale, elle aussi, joue un rôle très, très, très important.